Animatrice, journaliste, reporter, productrice à la télé, radio et sur le web, Nathalie Pelletier côtoie le monde culturel depuis 20 ans déjà. Et pelay, ça me rajeunit pas. Ouais. Plus que ça. Plus que ça? Attends, au moins 30 ans, ouais. Ben, Oui? Oui, parce que, oui, si je regarde, j'ai commencé à Rimouski il y a 29 ans. C'est ça, t'as commencé jeune. On commence jeune à travailler en région. Oui. Fait que déjà, les grands plateaux, les grands questionnements, puis après ça, c'était de la sieste. J'allais dire c'était de la chance, c'était pas tant de la chance, mais il y avait un concours de communication Québec à l'époque. Je sais pas comment j'ai postulé pour ça, mais j'étais du genre à regarder tout ce qui se faisait, ce qui se pouvait pour avoir une subvention ou pour avoir un programme. J'aimais ça, les programmes jeunesse que le gouvernement proposait. Puis j'avais essayé Communication Québec. Et ce que je gagnais, c'était une chronique à CJBR. C'est ça, CJBR à l'époque à Radio-Canada. C'était une chronique culturelle, mais touristique, là, une chronique d'été. Fait que c'était ça que j'avais gagné. Puis là, je dis 28 ans, soit j'ai 57 ans, puis j'avais 18, 19, cégep dans ces eaux-là, ouais. T'as fait tes recherches toi-même? Ouais, je faisais mes recherches. C'est pas du bouche à oreille, là? Non. Non, pour ce fameux programme-là. Puis ça, j'ai fait des recherches pour plein de programmes comme ça ensuite, mais même quand tu parles de recherche, pas mal toute ma... Non, c'est pas vrai, pas toute la carrière, mais à l'époque, en tout cas, comme chroniqueur culturel, autant ici qu'ailleurs après, quand j'ai poursuivi, on faisait nos propres recherches, c'est-à-dire... si on a une chronique à fournir le matin, ben il fallait chercher qu'est-ce qui était intéressant. Là, je faisais un truc touristico-culturel, donc je lisais sur tout ce qui se faisait. Je me rappelle, j'avais fait les pentes de ski dans le sable du côté de Charlevoix, parce qu'on couvrait, Rimouski couvrait jusqu'à Charlevoix, même encore aujourd'hui, je pense. Puis je me rappelle, je cherchais l'inusité. J'ai toujours cherché l'inusité, ce qui faisait réagir. Puis je dirais que, je le vois avec recul, là, ce que je voulais à l'époque, puis ce que j'aime encore aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens découvrent quelque chose. Que ce soit un artiste, que ce soit un lieu, que ce soit un fait de société, que les gens soient au fait, justement, de quelque chose. Puis, à l'époque, c'était un trip majeur, là. J'aurais pu faire un autre métier, mais ce qui me faisait triper du métier, c'était de dire à quelqu'un « Hey, regarde, tu peux faire du ski dans le sable, wow, c'est pas cool! » Puis ça s'est poursuivi dans le cinéma, dans le théâtre, dans la littérature, faire découvrir quelque chose. Puis un jour, j'ai arrêté de faire la chronique culturelle pour devenir réalisatrice. Bon, je faisais le même boulot d'une autre manière, là, tu connais bien la réalisation, mais les premiers mois, ça me manquait tellement que je le faisais avec mes amis. Il fallait que je dise, t'as-tu lu tel livre? T'as-tu vu telle affaire? Sur lesquels tu travaillais à ce moment-là, parce que... Oui, mais où que je travaillais pas, là. Ah oui, as-tu découvert... La piqûre de faire découvrir. Oui, c'était vraiment ça, Parce que là, t'as commencé en tant que chroniqueur culturel, chroniqueuse culturelle à Radio-Canada. Ici, à Rimouski. À quelques coins de rue d'ici. Puis, je me questionne, est-ce qu'à ce moment-là, c'était déjà un rêve, tu sais, de travailler en télé, ou justement, c'était la quête de l'inédit, puis c'était qu'un médium pour toi, pour arriver à ce qui t'intéressait, soit apprendre sur l'inusité, raconter, parler à d'autres personnes? C'est un mélange de tout ça. Je me souviens, petite, puis là, on s'entend... petite, c'était la télé en noir et blanc, puis j'écoutais Les Beaux Dimanches, aujourd'hui, c'est tout le monde en parle, mais quand même, la télé de Radio-Canada, le rendez-vous du dimanche soir existait à l'époque, ça s'appelait Les Beaux Dimanches. C'était très artistique et culturel. On voyait du ballet, du théâtre. C'est M. Bergeron qui présentait cette émission-là. Et moi, j'étais encore toute petite, mais j'étais minuscule. Je regardais la télé, je pointais et je voyais la grande maison de Radio-Canada parce que les images d'ouverture des Beaux Dimanches, c'était ça. Puis je disais, moi, un jour, je vais travailler là. J'associais, puis en plus, ils appelaient pas ça la tour, ils appelaient ça la maison de Radio-Canada. Et comme petite fille, pour moi, ma maison dans l'avenir, ça allait être cette grande maison-là. Parce que dans la maison, il y avait du ballet, puis j'aimais le ballet. Je faisais du ballet, ensuite du patinage artistique à Rimouski à Trois-Pistoles. Puis c'était ça. Si je me retrouvais dans cette tour-là, à mes yeux de petite fille, j'allais voir du ballet, j'allais voir du théâtre, j'allais voir des artistes. Puis c'était là que j'allais finir. Donc, j'avais déjà lancé ça, si on veut, dans la tête de petite fille.
l'orienteur à l'école, quand j'ai vu l'orienteur, puis je lui ai dit je m'en allais en sciences humaines, il m'a dit ben non, tu t'en vas en sciences pures, toi, t'as du talent à l'école, donc va-t'en pas en sciences humaines. Puis j'avais dit pourquoi? J'ai pas besoin de ça, je vais être chroniqueur culturel. Moi, je vais travailler à la télé, j'ai pas besoin de sciences. Puis, effectivement, j'ai été la paresseuse, j'ai pas fait mes sciences humaines. T'en as-tu besoin? Non. Non, puis à Rimouski, j'avais un cours de cégep, c'était un cours de cinéma, de critique de cinéma. OK. Pourquoi, je sais pas, en sciences humaines. En tout cas, j'avais un cours de critique de cinéma. Puis, il y a un prof qui m'a marqué, évidemment, j'oublie le nom. Il nous avait dit une phrase qui était un film, ça peut pas être bon, c'est pas du gâteau Vachon. Il y avait le gâteau Vachon, il y avait, en tout cas, à Rimouski. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis la phrase m'est restée. Ce qu'il voulait dire, c'est quand tu critiques un film, tu dis pas c'est bon ou c'est pas bon. Si tu dis que c'est bon, faut que tu l'expliques. Faut t'expliquer que c'est bon parce que ou c'est pas bon parce que. Puis même là, il disait, on dit pas ça dans une chronique culturelle ou dans une critique. On dit pas c'est bon, c'est pas bon. On dit le film et puis là, prends du vocabulaire puis t'expliques. Je pense que c'était la base de... C'est drôle comme les phrases d'une seule personne, des fois, vont... Mais oui, le gâteau Vachon a reguidé ta carrière. Ouais. D'une certaine façon, là. Le gâteau Vachon, puis mon père adorait le gâteau Vachon, ça m'est resté, là. Puis ça rimait, tu sais, c'était une phrase qui était facile à garder. Donc, très rapidement, quand j'ai... À part le fameux cours, quand j'ai écrit des chroniques, parce que j'ai aussi écrit, là, j'ai pas fait que télé, radio, ben je pouvais pas ouvrir une chronique. Souvent, même un animateur pouvait me demander « Bon, c'était-tu bon, le film? » Non, on se dit pas ça. C'était toujours nuancé puis amener les... Ouais. Bien, ça veut dire que là, tu regardais cette grande maison-là à la télévision toute petite, qui est finalement la tour de Radio-Canada. Ouais. Tu t'es dit « Je veux travailler là plus tard », puis tu l'as fait. Ouais, mais je l'ai oublié en cours de route. OK, mais c'est ça. Ben, je me demandais si quand t'arrives devant, t'es comme « Enfin, j'ai... » Ou même pas, c'est avec le recul, tu te rends compte « Parce que parfois, c'est ça, dans la vie. Là. Avec le recul, on se rend compte qu'on était comme... Tu sais, notre chemin s'est tout tracé vers là, puis tout pointait vers une certaine direction, mais quand tu parcours le chemin, tu te rends pas nécessairement compte que tu suis les... Bien, pour ça, je te dis oui et non. C'est-à-dire que je pense que je l'ai semé, enfant. Après ça, j'allais là où la vie m'amenait. J'ai beaucoup voyagé aussi, tout ça. Puis, je dirais que la plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie, et ça me manque, parce que je suis plus comme ça autant, un peu, mais pas assez, c'est la naïveté. Moi, j'étais la petite fille que j'étais, tout était possible. Ouais. Je voulais quelque chose, j'allais l'avoir. Et puis ça a donné que j'ai été bien chanceuse dans la vie, donc je voulais quelque chose, je l'avais. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on l'a pas tout le temps. Fait que j'ai vogué de même, c'est-à-dire j'ai été à Rimouski. À l'époque, je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui, quand tu étais à Radio-Canada en région, appelons ça comme ça, tu fais les autres régions, c'est-à-dire tu vas au Manitoba, tu vas à Vancouver, puis tu te retrouves à Montréal. C'est un peu le but. C'est souvent un tremplin. Ouais. Moi, j'ai pas fait l'Ouest. Mon chum a fait l'Ouest. Mon chum est à Radio-Canada. Lui, il est passé par le Manitoba. Moi, j'ai fait Toronto parce que j'ai étudié à l'université. En fait, je parlais tantôt des fameux programmes. J'ai eu une bourse pour aller à l'Université d'Ottawa, mais il y avait un truc en France. Bon, je fais bien des dalles inutiles, mais je me suis promenée... T'avais continué à regarder les concours puis les opportunités, hein? C'est ça. Je me suis retrouvée en France. Après ça, à Ottawa. À Ottawa, ben, t'es en Ontario. Je me suis retrouvée avec un prof qui travaillait à Radio-Canada, qui m'avait donné d'ailleurs une très mauvaise note parce que je faisais de la radio communautaire à l'université. Puis parce que j'étais à la radio communautaire, mais j'avais accès aux vedettes. Là, ils passent faire un concert, ils ramassent à la radio communautaire. Fait que j'avais fait un travail scolaire, mais avec une vedette que j'avais rencontrée à cause de la radio communautaire. Puis je m'étais chicanée avec lui. Je pense que c'était Denis Pellerin. C'est un gars de Rimouski en plus. C'était à l'Université d'Ottawa. Ben non. Mais c'est un gars de Rimouski. Il me semble que c'était Denis. Le monde est petit. Qui était professeur à l'université puis qui était à radio. En tout cas. Il trouvait pas ça juste que tu aies des contacts privilégiés par tes implications scolaires? Oui. Puis moi, j'ai utilisé une opportunité, mais c'est un peu ça le métier, mais tu l'as créé, l'opportunité aussi? Ouais. Mais finalement, il m'a engagé après. Fait que... c'est bon, ça. Ouais. Ben, tu l'as convaincu. Oui. Mais c'est aussi... mon Dieu, on utilise plein de mots qui sont... Mais c'est aussi ça, le métier. Ouais. C'est de convaincre. C'est d'un petit peu, des fois, passer... Tout à fait légalement passer par en arrière, puis user de... Parce que le monde culturel, c'est un monde... Je ne veux pas dire que c'est un monde fermé. Il ne faut pas dire ça. C'est pas un monde fermé. Il ne faut pas le dire. Non. Mais tu sais, il y a des fois des vedettes qui sont accompagnées de 12 gardes du corps quand c'est des grosses vedettes. Ou il y a un attaché de presse, même au Québec, un attaché de presse qui va dire, là, tu ne parles pas de sa séparation avec un tel, tu ne parles pas de telle chose. Fait qu'il faut respecter ces choses-là, mais il faut être fin psychologue.
C'est un petit milieu. Si tu te brûles le contact avec telle personne parce que tu as parlé justement de sa dernière grossesse qu'il fallait pas parler ou de sa séparation, il ne voudra plus te faire d'entrevue. Ben là, tantôt, tu me disais que ça te manquait cette naïveté-là lors de l'entrevue, de poser des questions puis d'être réellement intrigué puis de tout vouloir savoir. Ouais. Tu dirais-tu que l'envers du décor, justement, rencontrer toutes ces célébrités-là avec parfois des gros égos, des jeux de chaises, des jeux de coulisses, est-ce que ça a un peu brimé ta naïveté? Il y a beaucoup de choses qui fatiguent. Il y a beaucoup de choses qui... Ouais. Ben, en fait, c'est un milieu fascinant, on s'entend. C'est vraiment fascinant. Donc, au début, c'est tout le temps le fun. Tu découvres des affaires le fun. Puis à un moment donné, tu cherches l'authenticité toujours. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es contrôlé de partout, que ça devient... Ou que j'ai un sentiment à un moment donné aussi d'avoir interviewé, je sais pas moi, Richard Seguin, tu t'entends jamais, mais certains qui ont plus une cassette, là. Tu dis, je vais parler à Éric Lapointe, je vais avoir encore la même question, la même réponse, ça va de soi, mais tu sais, même si je le contourne, même si j'amène autre chose, tu sais ce que tu vas avoir, ça devient un peu plate, là. Tu dis, OK, qu'est-ce que je vais lui demander de plus? Cela dit, il y a un beau challenge, là, d'aller ailleurs où les autres sont pas allés, Mais par contre, pendant que la personne te redit sa même cassette, toi, en entrevue, tu sais que le temps d'attente pendant que la personne donne sa réponse que tu as déjà entendu parce que c'est la même cassette, c'est sûr que ça brise un peu la naïveté parce que t'es plus dans t'es plus dans l'apprentissage de l'autre. Non. T'sais? Je veux dire, tu le savais déjà. Oui. Mais il y en a que c'est des puissants fonds pour la plupart, de toute façon. Là, c'est la beauté de la job aussi parce que, quand on se prépare à une entrevue, moi, je suis une fille qui va lire tout ce qui est possible. Mais évidemment, on travaille vite. Ce que tu reçois, c'est le communiqué de presse. Fait que là, ce que tu reçois, c'est ce dont ils veulent que tu parles. Ils viennent lancer un disque, ça parle de ça, puis là, tu lis le communiqué de presse, puis eux, ils pensent que tu t'en vas là. Ça va de soi, c'est le sujet, là. Mais ce qui est le fun, c'est d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, là, il faut que tu lises sur la personne, faut que tu t'écoutes les autres entrevues qu'il a faites, faut que tu trouves le petite affaire qui a commencé à jaser, mais que finalement, il ne s'est pas rendu au bout. L'amener ailleurs, parce que c'est un bon exemple, un disque. La personne, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est un disque authentique, je n'ai jamais été aussi... OK, mais j'écoute ton disque, là, puis authentique, là, je comprends pas trop ce qui s'est passé de si spécial. Fait que là, il faut que tu arrives à faire raconter c'est quoi le spécial, dans quel état il était où, il s'est séparé, pourquoi il y a... Bon. C'est leur vie personnelle aussi, à ce moment-là, qui entre en jeu. T'as-tu... pour faire comprendre à la personne qui va écouter le disque, qu'est-ce qu'elle entend aussi. Puis même musicalement, il faut que tu écoutes les disques précédents pour voir, OK, musicalement, tiens donc, il est plus... c'est plus... Je sais pas, moi, la musique, l'instrumentation est plus fournie, il a changé le style. Pourquoi? Fait que ça fait un sujet de conversation, mais c'est aussi tu veux guider les gens dans leur écoute. Ben oui. Lui, il veut vendre le disque, ça va. Mais moi, de mon côté, c'est que je veux faire découvrir. Je reviens à ce que je disais au début, je veux faire découvrir. Donc, je veux guider l'écoute des gens le mieux possible, tout en leur donnant le goût de le découvrir aussi. Puis si tu fais juste lire le communiqué, puis que le communiqué te dit pas qu'il est dans un changement musical ou qu'il vit dans sa vie, tu vas juste te limiter à « Ah oui, t'as fait ce disque-là, parle-moi-en, puis mais encore, tu sais. » Mais en creusant, en creusant en entrevue avec, mettons, par exemple, un artiste qui vient de sortir son dernier CD, est-ce que c'était déjà arrivé de faire un faux pas majeur? En creusant dans la vie de la personne ou justement, tu te rends compte, votre dernier album, vous parliez beaucoup de la famille, tu ramènes ça sur ce sujet-là. Oups, finalement, il s'est passé séparation depuis. Écoute, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'écoutais la radio en m'en venant probablement ici dans le bas du fleuve il y a quelques jours. Puis ils ont posé la question, c'était Saunier. À l'époque, il écrivait au Voir, puis Saunier avait été capable de dire quelque chose. Non, c'était pas Saunier qui avait fait le faux pas, c'était un autre invité de l'émission. J'oublie c'est qui. Mais la personne... Puis là, j'ai dit, aïe, j'ai déjà fait ça, moi, un faux pas? Sûrement. C'est sûr, en fait. Mais c'était pas assez marquant. Non, je suis pas capable de me souvenir d'une question... je me souviens que la personne disait qu'elle avait pas... c'était Sébastien Benoît.
qui n'avait pas écouté le disque dans le temps de Flash. Il n'avait pas écouté le disque. Il n'avait pas eu le temps, parce que souvent, ça va vite. Puis la personne qui interviewait s'en était rendu compte, puis il avait dit quelle pièce musicale tu préfères? Puis Sébastien avait dit la numéro 7. Oh non! Puis là, l'artiste lui avait dit pourquoi la numéro 7? Ah, j'aime les paroles, le numéro 7, c'était une tune instrumentale. Fait que j'ai sûrement fait une gaffe comme ça. Je peux pas le pointer, mais c'est sûr que j'ai fait des gaffes comme ça parce qu'on travaille vite, puis on est. Ouais. Oui, j'ai sûrement fait ça. Ou tu as toujours réussi à patiner, tu sais, justement, tu faisais du patinage artistique, tu as toujours réussi à patiner pour te rendre compte que tu partais pour tomber, tu as fini par faire un triple salto arrière, puis... Ouais, puis j'étais pas... Tu t'en es tiré. Je te dirais qu'aujourd'hui, j'oserais plus, puis j'en fais plus tant, je fais plus de chronique culturelle aujourd'hui, mais probablement qu'aujourd'hui, j'oserais plus. Mais tu sais, tes questions salées, sucrées, tu les gardes toujours pour la fin. Là. Ouais. Si tu veux pas que la personne se lève puis s'en aille ou te donne plus le jus que tu veux. Ça t'est-tu déjà arrivé, quelqu'un qui part en plein milieu d'entrevue? Ou qui menace de partir? Non. Du fret, oui. Ouais. Le froid, ça vient... C'est horrible de diffuser les gens en culture, mais il y a un peu de ça quand même. Je dirais que les Français sont plus craintifs en général. Les Français qui sont très généreux. Là. Mais en entrevue. D'ailleurs, les Français sont parmi les entrevues que j'ai trouvées le plus fun, c'était des Français. Patrice Lecomte, même si j'étais la petite Québécoise, il se rappelait du type de confiture que je mettais sur mes toasts le matin parce qu'on avait parlé avant une entrevue, quand tu dégèles un peu ton invité. Il était vraiment intéressé à avoir une conversation. Oui. Puis c'était toujours nouveau, le fun. Mais il y a des gens... Mais les Français, en général, sont plus craintifs des médias, je trouve. Ouais. Ça a peut-être changé un peu, parce que là, je parle quand même d'une époque aussi. Les Américains aiment être devant la caméra, mais sont plus justement dans le paraître. Ils contrôlent plus l'entrevue, je te dirais. Les Québécois sont plus au naturel, quoique... Ça dépend toujours de la personne. Hein? Mais... il y a quand même des différences culturelles, je te dirais, dans la façon dont les gens... vont être généreux ou pas. Avec les frettes, c'est genre la question qui plaît pas ou c'est plus les Européens qui vont te le faire sentir. Mais j'ai pas souvenir de qui, quoi, quand, pourquoi. Tu sais, ça peut être des frettes, j'arrête de répondre, je te regarde. Ouais. Ou... Ah, mais j'ai vécu oui. Non. Puis je me souviens pas encore. Ça, c'est plate que je me souvienne pas, mais moi, quand c'est le fun, je m'en souviens. Puis quand c'est pas le fun, je l'efface vite. Ça, c'est une belle mémoire subjective. Là. Ouais, mais c'est arrivé que l'attaché de presse dise... En fait, non. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a souvent un attaché de presse qui est là pour protéger l'artiste. Ouais. Et l'artiste, il y a un code visuel. On est en entrevue comme ça, ton attaché de presse est là. Puis là, tu as un code visuel de « OK, je suis tannée, là, genre, tu mets ta main sur les genoux, je sais pas, là, un petit truc que tu fais. » Et là, l'attaché de presse se lève, puis fait comme « OK, l'entrevue est finie. » Puis là, tu regardes, tu fais comme « OK, pourquoi? » Puis là, tu sais pas, tu as posé une question qu'il fallait pas. En fait, on le sait pas. Elle est tannée, va savoir. Puis ouais, ça, c'est arrivé, ouais. Est-ce que tu t'es rendu compte parfois qu'il y avait des signes... qui revenaient toujours un peu les mêmes. Ah ouais, tu le vois dans la face quand il envoie le signal. C'est la main sur les genoux. C'est le regard, en fait. Okay, Elle va juste le regarder, puis c'est fait. Hey, bonjour, David. Je suis réalisateur pour l'émission. Non, mais je me demandais, parce que les frettes en entrevue, ça me faisait penser à des gens qui seraient plutôt frettes avant l'entrevue, puis qui changent complètement de personnalité. Ah, mais j'ai un exemple patent de ça. Ah oui? Oui, puis maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, on comprend pourquoi. Ouais. Tu vas nous le raconter? Je vais te dire ça. Je me rappelle, c'était à Ottawa, dans le temps de Balle de neige. T'étais pas là. Ça fait très longtemps. Bon, on connaît tous l'histoire de Nathalie Simard. Oui. Nathalie Simard, avant l'entrevue, a l'air pas... Elle avait l'air... On parle d'un moment précis, puis on va le comprendre avec ce qui s'est passé avec Guy Cloutier et tout ça. C'était une époque où je pense qu'elle vivait des choses très difficiles. Donc, avant l'entrevue, un peu, pas très jasante, très calme, mais pas particulièrement souriante. La lumière de la caméra s'allume, tout sourire, tout. Et ça m'avait marqué assez pour que j'en parle aujourd'hui. Ça arrive souvent, ça. Mais avec Nathalie, j'y pense aujourd'hui. C'est une fille tellement sympathique, tellement le fun. Mais ce qu'elle vivait à l'époque était difficile. Donc, elle s'illuminait parce qu'elle savait que, aussi, on lui avait dit que c'est ça qu'on présente, c'est ça qu'on vend. Mais ça, quand même, il y en a beaucoup. Beaucoup. Par attention, la majorité des gens sont assez chouettes, là, mais il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent pas très jasants, pas très... Coudon, me semble qu'il n'y a pas de même quand je la vois à l'écran. Et soudain, la caméra s'allume. Puis, Vous êtes rendus les meilleurs amis.
Ouais, on glow. Et il y a aussi des gens on fait une entrevue, on est fascinés, on fait comme, my God, ça va bien, c'est le fun. Et là, on a une autre entrevue 2 ans après avec la même personne, et là, du tout. Le courant qui passait passe plus. Et je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu sais, la personne, c'est une mauvaise journée. Ben, t'es vraiment tributaire de ce qui se passe dans la vie de la personne que tu vas interviewer à ce moment-là. Ouais. Tu sais, tu peux pas... même si tu as fait ta recherche... Ouais. Mais il faut que les gens sentent... Ça, c'est vraiment, je pense, le meilleur... J'appelle ça un truc, c'est les règles du métier, là. Ouais. Mais plus la personne sent que tu as lu, que tu sais, que tu as écouté, si c'est un disque, que tu as vu le film, que tu as analysé le film. Puis moi, ce que je faisais avant l'entrevue, dans le small talk, là, au lieu de pas juste parler de confiture avec Patrice Lecomte, là, c'est de montrer à la personne... Je le faisais un peu trop, d'ailleurs. Mais ça dépend. Tu sais, si on fait une entrevue comme ça... tes questions sont entendues, mais tu sais, des fois, on fait une entrevue, tes questions sont pas entendues, on garde que le contenu ici. J'avais tendance à dire à la personne quoi dire en lui prouvant à quel point j'avais vu son film, là, tu sais, ou j'avais lu. Tu sais, j'en faisais un petit peu trop. Mais il faut quand même que la personne sente... Faut pas qu'elle te sente détachée, là, comme ça. Faut qu'elle sente que tu lis une feuille avec des questions écrites par quelqu'un d'autre. Ça non plus. Ouais, ça non plus. Puis ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que il y a des animateurs très connus qui font encore ça. Ben oui. Et qui lisent live. Ils n'ont même pas lu avant, là. Ouais. Je l'ai vécu une fois où l'animateur radio me pose des questions sur une série que j'ai faite, puis je le vois bien, là, qu'il ne l'a pas écouté. Puis, parce que, tu sais, il me pose des questions sur les sujets des épisodes, mais tu sais, c'est le titre. Fait que, si tu as cliqué dessus, tu l'as vu. Si tu l'as syntonisé, tu l'as vu. Fait que, mais le ton, tellement joué, là, comme si c'était une des choses les plus incroyables qu'il avait entendues. Puis, il est en représentation. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est le masque qui est mis souvent en entrevue. Toi, généralement, tu privilèges-tu une entrevue beaucoup plus... justement, cœur à cœur. Est-ce que tu essaies le plus possible de l'enlever, ce masque-là? Oui, mais je vais te donner 3 exemples même. Je vais te donner un exemple de ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut que la personne se sente intéressée. On faisait un scrum avec Jean Leloup. Un scrum, c'est plusieurs, on le voit souvent à la télé ou dans les films, là, plusieurs journalistes avec le micro, là, puis qui crient, puis leurs questions, puis la personne qui répond. Jean Leloup est immensément brillant, mais un peu hyperactif. Donc, il faut que tu sois... En fait, moi, mon truc avec Jean Leloup, c'était de le regarder dans les yeux puis de pas le lâcher. Tu regardes pas à côté, puis tu regardes pas si t'as des beaux cheveux, puis tu regardes pas qui va poser quelqu'un. Tu regardes Jean Leloup dans les yeux. Et tu... Là, je vais être ésotérique. Là, tu lui lances un peu d'amour, n'est-ce pas? Ouais. Et tu poses une question brillante, puis une question qui va l'accrocher. Ouais. Tu as le micro, tu te poses cette question-là, puis tu ne le lâches pas des yeux. Bien, ce scrum-là, dans ma petite carrière, a passé à l'histoire parce que plus personne n'a posé de questions. Et là, j'ai posé une 2e, puis une 3e, puis une 4e, puis tout le monde a eu mon entrevue à mettre en onde après, mais ils m'écoutaient, puis les gens après m'ont dit, bien, on t'a suivi, c'était bon. Il t'écoutait, il te suivait, il était plus, tu sais, à chercher partout. Puis, mais tu l'as intéressé. Mais c'est ça. Puis il y a un peu, il y a de la préparation, il y a de la stratégie, mais il y a un peu en fait, c'est de la psychologie là-dedans. Et de la chance. J'ai posé la question qu'il a fait, wow, là, tu sais, il a aimé cette question-là. Il aurait pu pas l'aimer, puis ça serait pas arrivé. Mais il a aimé cette question-là, il a été attentif, puis ça s'est fait. Mais l'autre élément, c'est que je me suis rendu compte dans la carrière aussi, dans le temps des festivals et tout, qu'il y a l'entrevue que tu fais sur le bord de la rue, que la personne est pressée, puis elle veut s'en aller, etc. À la Vox Pop un peu. Là. À la Vox Pop. Tu as celle tapis rouge où justement ils se font prendre en photo, puis ils ont d'autres choses à flotter. Puis, tu compétitionnes avec beaucoup de stimuli à ce moment-là. Hein? Oui. Il y a beaucoup de monde autour qui veulent leurs questions aussi. Il y a l'entrevue que tu fais dans un studio, debout. Il y a l'entrevue assis, c'est pas pareil. Debout, la personne a hâte aussi de finir. Là, c'est plus expéditif, les réponses sont courtes. L'entrevue assise, tes réponses sont on a le temps de se poser plus, ben oui. Ouais, tes réponses sont un peu plus longues. Tu vois, OK, ça va bien. Et à l'entrevue, éclairage tamisé. Oh, là, je vais te raconter ce que j'ai fait, que il faudrait pas que je raconte. Et l'autre entrevue chez la personne. Hey! Parce que là, chez la personne... Chez l'autre personne, ça... Elle est à l'aise, là.
Oui, mais c'est toi, en fait, à ce moment-là, qui fait l'entrevue, qui a t'adapté parce que... Oui. Ben, tu peux pas non plus... Quand tu débarques chez quelqu'un, tu peux pas prendre 5 heures pour te préparer avant de faire l'entrevue, fait que... Non, ça, ton équipe a intérêt à se placer vite, là. Ben, c'est de la télé, radio, c'est moins pire. Mais quand t'es chez la personne, d'une part, la personne va être plus à l'aise parce qu'elle est chez elle, plus que dans un studio où elle connaît pas les gens, les lieux. Fait que ça, tu vas en entrevue beaucoup plus dans l'intimité. Si tu veux que quelqu'un te raconte sa vie, là, puis quelqu'un qui va te raconter des choses intenses, intimes, difficiles, chez elle, si ça se peut. Puis si tu es dans un studio, éclairage tamisé, moins de monde possible. Fait que ton setup d'entrevue va déterminer le type d'entrevue que tu vas avoir. Mais quand tu vas chez la personne, moi j'ai un exemple, c'était chez Leonard Cohen, mais c'était pas Leonard Cohen qu'on faisait en entrevue, c'était son fils. Mais ça se passait chez Leonard. Ben, il était décédé à l'époque, mais son fils était là. Mais là, les lieux te parlent. Je m'explique. J'arrive, mettons, à l'époque où Dédé Fortin était vivant. T'arrives dans le loft où Dédé Fortin crée avec sa gang. Nécessairement, le masque africain qu'il y a sur le mur te dit quelque chose. Je veux dire, tout ce qui t'entoure te dit qui il est. Fait que si t'es dans le loft de Dédé Fortin à l'époque t'es dans son univers. Des colocs, tu comprends la création, tu comprends qu'ils se sont levés un petit peu buzzés puis qu'ils ont pogné la guitare. Donc, ton entrevue va être teintée de la personne. Si tu reçois Dédé dans un studio, ben faut que tu y penses à ça. Tu le sais, qui créait dans un loft une gang ensemble, mais tu l'as pas dans ta face, tu sais. Fait que je te dirais... Un conseil, quand c'est possible, tu te rends dans l'univers des gens, tu essaies de les découvrir, puis tu observes. Tu fais pas juste penser à ton entrevue puis à stresser. À ce moment-là, il n'y a même plus c'est important les questions que tu avais à poser, c'est de regarder puis de dire « Ah, OK, il est de même. » Et là, tu reviens sur, mettons, évidemment, Dédé Fortin, tu parles d'un disque. « OK, tassez-vous de là. C'est un ami qui prend beaucoup de drogue et qui... » Tu fais « OK, mais là, tu sais, t'es dans l'ambiance... Où tu peux mieux comprendre la toune puis mieux comprendre le gars qui est devant toi aussi, là, puis sa réalité, tu sais. C'est sûr que la question à ce moment-là est plus intéressante pour lui aussi. Pour les deux? Pour les deux, parce que j'imagine qu'à un moment donné, si tu répètes la question, surtout ceux qui tournent beaucoup, là. Ah, sont tannés. C'est sûr. Sont tannés. Ils veulent plus se faire demander c'est quoi leur chanson préférée de l'album. Oui. C'est ça. Personne qui écoute. Parce que là... Tu as dû quitter la région pour faire ça? Oui. Veux pas. Tu as grandi ici, à Rimouski. J'ai grandi à Trois-Pistoles, ensuite Rimouski pour le cégep. Puis à l'époque, là, je reviens en arrière un peu, mais je te fais un petit portrait vite fait au-delà de mon Radio-Canada. Il y avait un cinéma, il n'y a plus de cinéma à Trois-Pistoles, mais à l'époque, il y avait un petit cinéma, mais on ne voyait pas des films très populaires, puis ils ne restaient pas longtemps. Puis, mais il y avait l'école de langue dans le temps. Puis à l'école de langue, on recevait beaucoup de concerts. Et là, je virais folle là, d'aller voir tous les concerts qu'on avait pour l'école de langue qui se passait à l'école secondaire. Puis il y avait beaucoup d'artisans dans le bas du fleuve. Moi, tout l'art visuel, je tripais là-dessus. Fait que je pense que j'ai été teintée de l'art régional beaucoup. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, mon rêve, ce serait d'ouvrir une boutique puis de vendre de ce que les artistes font ici. Puis je suis vraiment une fille du bas du fleuve, cela dit. Les gens le savent. Il y a un gars à Radio-Canada, Stéphane Garneau, m'appelle la reine du bas du fleuve. Les gens, c'est souvent têté d'où je viens, ce que je fais, puis les gens que je défends, puis tout ça. Mais oui, donc je suis partie d'ici pour Ottawa en communication. Après ça, Toronto, j'ai travaillé à TV Ontario, une émission jeunesse. Après ça, Radio-Canada, Toronto, ensuite Montréal comme chroniqueur culturel, c'était ça un peu. Puis... C'est-tu possible de faire ce que tu fais en région? En région? Ben oui. Parce que souvent, on le voit, justement, on le mentionnait tantôt avec Radio-Canada, les journalistes, mais c'est souvent un peu comme le club école de la grande ville. Les gens... parce que d'abord, il y a moins d'opportunités. C'est surtout qu'il y a... Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, là. C'est ça. Il y a ça, mais il y a aussi la réalité que, si justement, si tu veux faire des entrevues avec des artistes, les artistes, souvent, leur résidence, soit c'est près du Grand Montréal ou bien leur lieu de travail ou qu'ils vont tourner, la sortie médiatique se passe là-bas.
Mais tu as le festival de jazz ici. Oui. Tu as Rosec. Rosec reçoit bien des artistes quand même. Oui, oui, vraiment. Le théâtre d'été au Bic, d'ailleurs, c'est une fille de Trois Pistoles qui est directrice générale. Marie-Hélène. Oui, Marie-Hélène Gendron. C'est une femme formidable. Fait que, il se passe vraiment des choses en théâtre, en fait, dans tout. Fait que oui, tu peux être chroniqueur culturel ici. Puis, tu sais, avec les nouvelles technologies, tu peux quand même faire une entrevue à distance. C'était-tu plus difficile avant de faire ce métier-là en région? Ben oui, parce que le téléphone, le bon vieux téléphone, quand tu faisais de la radio, mais la télé, c'est impossible. T'sais, la personne n'est pas là, tu peux rien montrer. Tu t'es-tu fait dire, si tu veux faire ça ou si tu veux... Moi, je sais que j'ai étudié à l'UQAM, à Montréal, puis quand j'ai mentionné que je voulais retourner dans le bas du fleuve parce que c'est de là que je viens. Non. Tout le monde, ben non, c'est ça. Le monde était comme, tu fais la pire erreur de ta vie. Il se passe rien. Si tu pars un an, après ça, reviens tout de suite, on va t'oublier. Puis finalement, j'ai fait mon bonhomme de chemin, mais juste pour les demandes de subventions, en fait, pour une production c'est bien mieux d'être en région ou en fiction. Ben oui, mais dès que tu es à 80 km de Montréal, tu es considéré comme production régionale. Ouais. Fait que c'est pas... C'est très concentré, là. C'est très petit. La zone de ville, tu sais. Oui, mais tu viens de tout dire. C'est-à-dire que je pense que la meilleure façon, puis c'est peut-être ce que j'ai fait et ce que tu as fait, c'est-à-dire c'est de commencer ici ou pas, mais d'aller apprendre ailleurs, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, puis dans n'importe quel métier. Hein, c'est de comprendre ce métier-là dans tous les angles, puis ensuite de le ramener. Puis je suis là, moi, d'ailleurs. Je viens pas juste à la retraite quand je suis en train de me chercher une maison ici. Je veux revenir. Je veux pas juste revenir à la retraite. Je veux revenir et amener quelque chose. Ça sera pas de la chronique culturelle, mais ça peut être d'autres choses. Là, je sais pas quoi, mais en tourisme, en culture. Mais, ou ne serait-ce que juste donner son avis, participer à des conseils d'administration, puis faire bouger les choses. Puis ça bouge dans le bas du fleuve. Là. C'est pas vrai que ça bouge pas. Puis de toute façon, présentement, c'est, mon Dieu, le regretté Victor Lévy-Beaulieu, sa grande bataille, c'était de ramener les gens en région. C'était de donner du pouvoir aux régions. Puis il faut continuer à faire ça, mais ça se fait présentement. Depuis la pandémie, les gens s'achètent des maisons. C'est impressionnant. Ah ouais, ils reviennent. Un exode urbain. Oui, puis il faut le célébrer, ça. Ouais. Faut le célébrer. Moi, je fais comment? Non, les maisons vont être plus chères. mais sérieux, il faut le célébrer. Puis il y a un dynamisme. T'sais. Moi, j'ai vécu l'exode vers la ville. Là, je me rappelle d'une visite à l'école secondaire où, à mon époque, il y avait des rangées de casiers. Puis là, je suis revenue, puis les casiers faisaient juste le tour parce qu'il y avait moins de gens à l'école. Là, j'ai fait, aïe, tout le monde est parti. C'était juste des personnes âgées. Mais non, il y a un retour. Puis c'est pas juste la jeunesse qui est importante, là, j'ai les cheveux gris puis je peux ramener quelque chose, mais c'est qu'il y a tu sais, qu'il se passe de quoi, mais c'est sûr que ce que je vivais, c'est les tapis rouges, par exemple, ou tout ça, c'est pas quelque chose je veux dire, puis il n'y a pas d'intérêt à ramener ça ici, là, c'est du glamour, mais c'est le fun de l'avoir vécu pareil, c'est le fun de voir comment ça se passe, de voir l'envers du décor, puis d'apprendre aussi, tu sais, veux pas, t'apprends sur l'humain, t'apprends sur le métier, t'apprends... Mais apprendre sur le tas, les gens des régions, on est fort là-dessus, là. Eh oui. On n'a pas le choix. Ça t'a-tu donné une vision différente justement du glamour de la télévision québécoise, du vedettariat québécois, de travailler dedans? Est-ce que tu avais encore des célébrités que tu étais fan? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, j'espère avoir une photo, ou rapidement ça devient normal, tu normalises ça, puis... ça devient normal dans la mesure... moi, je te dirais que j'ai jamais été une groupie. Ouais. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui mon Dieu, ça fait prétentieux de dire ça, mais il n'y a pas grand monde qui m'impressionnait. Mais je me rappelle d'un moment, Garou avait fait une émission en France. En fait, elle était peut-être au Québec, mais c'était pour la télé française. En tout cas, il était magnifié. Là. C'était le grand Garou. Puis je l'avais eu en entrevue après, puis j'avais dit, mon Dieu, on dirait que là, tu sais, je suis intimidée, c'est le grand Garou. Puis il m'avait dit, ben oui, on a... Tu sais, genre, me dit, viens dans mes bras, là. Mais tu sais, du genre, hey, arrête ça, là, le vedettariat, là, tu sais. Parce qu'au Québec, on traite pas nos vedettes en grande... Tu sais, Tu sais, Marie-Mé est assise là, elle me jase comme si on était voisines depuis 3 siècles. Là. Il y a une humilité qui est restée? Oui, pour la plupart, pas tout le monde. Mais pour la plupart, oui. Puis c'est familial, on est... Tu sais, je dis Québec ou Canadien. Ouais. Mais le glam, le vrai glam, là, puis c'est le fun de l'avoir vu. Je vais te raconter quelques anecdotes. Puis c'est le fun de l'avoir vu, puis de revenir, puis de faire « on est bien chez nous ». Il y a toute la protection, là, les gardes du corps qui arrivent avec une vedette. Là, on les voit, puis c'est vrai que ça se passe de même. Mais moi, j'ai fait, mettons,
je vais te donner 2 termes. On a parlé de Scrum tantôt là, avec Jean Leloup, mais j'ai fait des junkets. Junket, c'est en cinéma, surtout. Tu as un film qui sort avec de grandes vedettes hollywoodiennes. Plutôt que ils le font en général quand même, là, faire le tour du monde avec leurs vedettes. Ils vont faire le tour du monde dans 3 festivals, là, Berlin, Cannes, puis un autre. Venise en général. Oui, puis ils vont faire Toronto. Ils font beaucoup de Toronto. Ouais. Puis... donc, ils font ces festivals-là. Moi, je faisais beaucoup le Festival de Toronto. Donc, quand on fait le Festival de Toronto, on fait des entrevues en 1 à 1 avec des vedettes dans des chambres d'hôtel en général. Ils se font un studio comme ici, dans une chambre d'hôtel. Puis là, tu as droit à ton certain nombre de questions. Des fois, c'est peu de questions. Puis tu fais les entrevues. Puis tu as les tapis rouges. Les tapis rouges, à l'époque, là, ça a changé. Ils ont fait différents systèmes. Mais au début, c'est les photos. Et après ça, tu as les médias importants, là, les grosses émissions américaines en général, puis après ça, grosses émissions canadiennes, puis le reste, ben c'est les autres. Fait que nous, on faisait partie des autres. Moi, je travaillais pour RTV. Puis les gens, pour avoir une meilleure place en avant, devaient payer quelqu'un qui attendait dehors, assis par terre depuis 9 h le matin pour un tapis rouge de 7 h le soir. Nous, on n'avait pas ces moyens-là. Fait que moi, puis là, c'est pour t'amener vers les stratégies, mais la stratégie, c'est que je prenais les bouteilles d'alcool dans ma chambre d'hôtel. Ouais. Puis j'achetais un petit peu un caméraman que je trouvais le fun pour pouvoir me placer entre eux et ceux d'à côté sans qu'on se fasse chicaner. Tu sais, je passais derrière, puis mon caméraman était grand, moi j'étais toute petite, une petite bouteille d'alcool, allô, c'est le fun, tu nous laisses-tu? Ça brise la glace. Ça brise la glace. Puis souvent, on avait des espèces de... Ceux qui sont en arrière, la rangée d'en arrière, t'as une rangée d'en avant, une rangée d'en arrière. Et pour les caméramans moins grands, c'est un espèce d'escabeau, un petit escabeau de 3 marches. Il s'installe là. Moi, j'étais toute petite, fait que je me faufilais des fois quasiment entre les jambes des gens pour amener mon micro. Puis là, il s'agit qu'ils te voient à face pour poser la question. Puis, j'ai fait des tapis rouges comme ça parce que, là, j'explique pourquoi je faisais ça, parce que j'aurais pu être patiente puis m'installer à la fin du tapis rouge. Mais à la fin du tapis rouge, tu l'as pas, ta réponse, parce qu'ils vont répondre au premier, puis à un moment donné, ils sont tannés. Fait que là, ils marchent puis ils s'en vont. Fait que si t'es dans les derniers, tu peux pas les avoir. Fait que, tu sais, on crie quelques... À force d'être... J'imagine qu'après quelques expériences où tu veux poser une question puis tu te rends compte qu'à la fin... Ah oui, puis ils sont rendus... Ils sont fatigués. Fatigués, paresseux un peu, puis tout. Mais je me rappelle d'une anecdote qui est drôle et triste en même temps. J'ai Jude là. Et Jude là me parle dans l'oreille. Et Jude là, il a un gros accent britannique quand même. Okay. Puis là, il me parle direct dans l'oreille, là, on s'entend, puis c'est Jude là. Écoute, j'ai rien compris. Fait que là, évidemment, les journalistes autour sont comme « Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? » Si ça se trouve, il m'a donné le numéro de sa chambre, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'il m'a dit, j'ai pas compris pantoute. Mais sinon, il m'a bien répondu au micro. Ouais. Mais la plus belle entrevue de tapis rouge que j'ai faite, je dirais que c'est Kate Winslet. Et c'est pas nécessairement ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit oui, parce que c'était sur un tapis rouge, une entrevue comme si j'avais été en studio. C'est-à-dire, elle était toute là, elle me regardait dans les yeux, elle était très attentive. Parce que, tu sais, sur un tapis rouge, bon, il y a les fameuses questions stupides, là, c'est qui t'habille, puis, tu sais, des questions un peu poches. Qu'on va demander aux femmes. Oui, puis à chaque fois, moi, c'était pas ça que j'avais. Aussi, ce que tu as besoin pour ton émission. C'est une émission de mode, tu veux savoir ça, mais moi, mon émission, c'était des trucs sur le film. Donc, faut que tu as juste droit à une question, en général. Faut que ta question, ça soit vraiment ce que tu as besoin pour ton topo. Si pour mon topo, je veux juste un descriptif du film, ou si je veux savoir, mon Dieu, je sais pas, une relation avec un acteur ou un point précis, là, ça parle d'une overdose, puis tu as appris que l'ami de l'acteur avait fait une overdose, ben, tu l'amènes vers ça. Mais tu sais, il faut que ta question, c'est ce que tu veux, parce que tu n'en auras pas d'autre. Fait que tu prépares ta question. Et idéalement, c'est pas la question de la fille d'avant ni d'après, là, c'est ta question à toi pour avoir véritablement une réponse. Si tu reposes la même question que l'autre, oublie ça, là. Fait que, tu sais, c'est quand même la stratégie puis de la préparation, puis ça roule vite dans ta tête, puis il faut que tu sois prête. Mais Kate Winslet, ce qui m'avait fascinée, c'était, elle est toute là avec toi, fait que tu dis, OK, je peux y aller avec ma grosse question intense, je vais l'avoir, là, tu sais, elle là. Puis, j'avais fait des junkets. Je vais aller vers le terme junket. Junket, c'est... On était à Flash à l'époque. Vous m'avez pas vu à Flash, là, mais je faisais des entrevues pour eux autres la dernière saison. Fait que t'es invité... Non, ça, c'est capoté. Je sais pas si ça existe. Sûrement, ça existe encore. T'es invité par la compagnie qui produit le film. Donc, avion payé, hôtel payé, puis hôtel de luxe.
toute la boisson et la bouffe payée. Non, toute. T'es reçue là, comme une reine. Là. La petite fille du bas du fleuve, la petite fille du Canada, du par Québec. la compagnie de prod en plus. Par la compagnie de prod. Là, à un moment donné, tu as un moment pour ton entrevue, fait que tu attends comme une vache qui attend pour aller à l'abattoir. On se sent de même. Tu es dans le corridor d'hôtel. C'est un corridor d'hôtel, il y a plein de chaises. Puis là, tu t'assois, puis tu attends ton tour. Mais là, tu as toutes les autres qui te regardent. Quand tu les connais, parce que quand tu en as fait plein, tu connais les autres. Ils viennent de partout dans le monde, surtout des États-Unis, quand même partout dans le monde. Puis là, tu sais que lui est important. Ben Mulroney, par exemple, le fils de notre ancien premier ministre, lui, il attendait pas dans le corridor. Par exemple, c'est un mauvais exemple. Mais en tout cas, mais lui en faisait beaucoup de tapis rouges et d'entrevues comme ça. Fait que, t'attends ton tour, mais lui, Ben Mulroney, il aurait eu, par exemple, 10 questions. Mais moi, je suis Nathalie de Flash, j'ai 2 questions. Ouais. Fait que t'es préparé, tes 2 questions. Il faut que ça soit 2 bonnes questions pour avoir du jus, parce que si tes 2 questions font court... Puis c'est devant tout le monde? Non. Non? Non, Okay. t'attends ton tour dans le corridor, tu rentres dans la chambre d'hôtel, et là, il y a un setup comme celui-ci dans la chambre, puis tu t'assois. Puis il te donne les cassettes après. C'est même pas toi qui amènes les cassettes. Il te redonne les cassettes, partais avec mon petit sac à cassettes, parce qu'à l'époque, Ben oui. Mais ça veut dire que tu sais même pas s'ils viennent juste de se faire demander la même question. Non. Ah non, ça, tu sais pas, tu t'arrives avec tes 2 questions. Puis... T'espères être original. Anecdote, Will Smith. Parce que Will Smith est venu ouvrir la porte. Habituellement, ils sont assis là, puis il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte. Okay. Mais Will Smith est venu ouvrir la porte, j'avais trouvé ça déjà. Waouh, il vient m'ouvrir la porte. Puis il est grand, là, c'est un géant, là, tu le regardes de même. Fait que je suis rentrée, j'étais un peu nerveuse. Tu sais, veux pas, t'es nerveuse parce que t'es devant Will Smith, t'es nerveuse parce que c'est une situation weird. T'es nerveuse parce qu'il y a une équipe, puis tu fais OK. Une entrevue dans une autre langue, ben c'est ça. J'étais bonne en anglais, mais quand même. Fait que, anyway, je fais l'entrevue avec Will Smith, mes 2 questions, puis là, j'ai fini, et je lui dis. Je voulais lui dire, tu m'as calmée, tu sais, t'as été tellement sympathique. Puis j'ai mal formulé déjà en anglais, you made me calm, mais ça dit un peu mal. Puis là, j'ai dit, you made me calm. Ce qui veut dire, tu m'as fait jouer. Ouais. Et sa réponse, that's what I do to women. Ben non! Et là, tout le monde est parti à rire, oui. lui aussi. Puis c'est juste après où j'ai fait comme, oh my God, je viens vraiment de dire à Will Smith qu'il m'avait fait jouer. Fait que c'est ma belle anecdote de carrière. Et il est sympathique comme tout, il est fin comme tout, il est vraiment le fun. Ça avait été une belle entrevue, généreux. Ouais. Je me questionne si tu as eu des expériences qui ont été teintées par le fait que tu étais une femme dans ce milieu-là, que tu sais que tu n'aurais pas du tout eu d'abord, soit en interview avec quelqu'un, la même type de réponse ou la même attitude, ou encore du moins les mêmes opportunités, les mêmes conditions. Être une femme à l'époque, en fait, ironiquement, je suis devenue chroniqueur culturel, oui, par intérêt à la chronique et tout ça, mais ce que je voulais être, moi, c'était réalisatrice. Mais être réalisatrice quand tu avais 23, 24, 25 ans, à l'époque, aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, être une femme réalisatrice, les caméramans étaient assez âgés, puis te disaient, hey, voir, ça va venir me montrer à faire ma job, tu sais. Ben oui, c'est un machisme latent, là, qui devait être présent dans... Très. Très. Fait que je me suis vraiment dit, là, sincèrement, je me suis vraiment dit, OK, je vais commencer par la chronique. Ouais. En Puis espérant je vais être journaliste et je finirai comme réalisatrice, ce que j'ai fait. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de faire ça. Tu vas aller directement en réalisation. Là. Les femmes ont des portes beaucoup plus ouvertes que nous, on avait à l'époque. Fallait suivre... c'est ça. Fallait commencer plus bas, si on veut, ou commencer comme journaliste, comme chroniqueur, puis après ça, on pouvait se rendre là. Puis quand tu t'es mis à faire de la réalisation, est-ce que Parce que est-ce que tu as principalement resté dans la réalisation autour justement de concepts télé, d'entrevues, de formes documentaires avec... oui. Avec le milieu artistique, ou t'aurais aimé ça, ou te lancer complètement ailleurs en fiction? Oui. Mais je me rends compte que... j'ai toujours été celle qui... Puis c'est drôle, c'est un conseil que j'ai donné à plein après. Je voulais devenir réalisatrice, mais je me disais, OK, je vais pas cogner à la porte et dire je veux devenir réalisatrice. Et on se dit, t'es qui, toi? S'il vous plaît. Oui, genre, t'es chroniqueur, toi, je t'ai vu faire la météo. Fait que ce que j'ai fait, je suis partie avec ma caméra. C'est drôle parce que mon chum aujourd'hui a animé la course Destination Monde à l'époque. J'avais pas fait la course, j'ai fait ma propre course Destination Monde. Je me suis acheté une caméra, puis je suis partie en Amérique du Sud, j'ai filmé, puis j'ai vendu
Mais j'ai vendu d'abord des chroniques, des reportages. J'envoyais des plans de montage, comme La Course à l'époque. Puis j'envoyais des plans de montage avec mes cassettes, puis ça passait dans une émission à Évasion. C'était les débuts d'Évasion dans le temps. Et après ça, bien, je suis devenue réalisatrice de ces émissions-là que j'avais animées, que j'ai vendues en termes d'émissions. Donc là, je devenais officiellement réalisatrice, légitimée comme réalisatrice. Puis c'est comme ça ensuite. Donc j'ai commencé par le voyage. Mais pour moi, chronique culturelle, chronique artistique, voyage chez culturel, tu sais, ça reste la même chose. Mais ensuite, ça s'est déplacé plus vers l'humain, documentaire, série documentaire humain. Ensuite, faits sociaux, mais faits sociaux, c'est l'humain pareil. Donc, ça tourne toujours autour de ça. Puis oui, fiction, j'ai commencé. Puis j'aime ça. Ouais? Ouais. C'est un tout autre monde, là. Oui. La réalisation cinéma versus télé. Mais j'aime ça. Ouais. Ben, j'aime ça parce que j'aime diriger des comédiens, puis j'ai tellement vu de théâtre et de cinéma que je considère que je commence à être un peu avoir un peu de talent là-dedans. Mais j'aurais dû faire de la fiction avant, peut-être, mais je sentais le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on l'a tout le temps. Puis encore une fois, qui je suis, moi. Tu sais, une de mes amies m'avait déjà dit, ben là, Nathalie, t'es pas Ricardo Trogi, là. C'est une amie qui travaillait en fiction, puis ça m'avait beaucoup blessée. J'avais fait, ben là, non, je suis pas Ricardo Trogi, mais peut-être que je suis capable, tu sais. Ricardo Trogi était pas Ricardo Trogi avant. Non, exactement. Mais tu sais, j'ai comme... C'est ça, je me suis comme réprimée là-dedans. Ouais. Puis, mais je me rends compte que j'ai un peu de talent là-dedans, puis j'ai du fun à le faire. Puis, tu sais, la nuance, c'est quand même le fun d'avoir fait du documentaire, d'avoir travaillé avec l'humain. Puis ensuite, faire de la fiction, c'est encore travailler avec l'humain, mais ben, tu le fais, tu sais, t'écris, c'est de comprendre l'humain, comprendre la psychologie de l'humain, puis ensuite, ben, l'écrire dans un texte, si c'est toi qui écris ta fiction. Sinon, c'est de le comprendre si tu crées une fiction à partir d'un scénario déjà écrit ou d'un livre. Ouais. Généralement, les choses que tu veux apprendre au spectateur ou que tu veux parler à travers la fiction, je trouve que c'est tellement plus payant dans le sous-texte, justement. Mais à ce moment-là, t'as toute une mise en scène à créer autour, mais en même temps, tu avais tellement fait... Tu pourrais quasiment te dire que tu as fait le tour du... Ben, ouais, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai fait de la caméra, j'ai fait du montage, j'ai fait de l'animation, fait quand je dirigeais une animatrice, ben l'animatrice, je l'ai été, fait que je sais c'est quoi, le caméraman, mais je comprends le plan. Fait que oui, à un moment donné, tu deviens complète, mais en même temps, je suis pas spécialisée dans rien, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que je suis meilleure en fiction aujourd'hui parce que j'ai fait du documentaire, parce que j'ai appris à utiliser la musique, j'ai appris à utiliser ce que j'appelle les brisures de ton, comment l'émotion va rentrer, quand est-ce que tu rentres le violon, là, tu l'apprends en documentaire, tu l'appliques mieux en fiction. Je sais pas, je sais pas, mais tu viens d'atteindre un petit point sensible. Tu as commencé ça? Ouais. Parce que c'est quoi la suite pour Nathalie Pelletier? Les prochaines étapes, là. Hey, mon Dieu, tu me devances quasiment. Non, je vais faire plus de fiction, c'est sûr. Je vais faire plus de pub et de fiction. J'aime le format court. Tu sais, la pub, c'est court. J'aime les formats courts. Je me trouve assez douée là-dedans aussi pour le rythme, mais non, fiction, ouais. Mais tu sais, je suis sur la fin, hein. Je fais ça parce que j'ai les cheveux gris, là. Je suis pas... ouais, fait que j'en ferai peut-être pas beaucoup, mais je vais en faire. Ouais, on en fera ensemble. Parfait. Mais non, mais tu sais, tu as commencé en parlant de la naïveté qui t'avait amené à faire tout ça. Est-ce que c'est pas ce désir de naïveté qui revient, te lancerait dans la fiction? Oui, ben en fait, tu parles de la naïveté, mais c'est ça, ce qui me manque, c'est la naïveté de tout est possible. Oui. Et je me rends compte que je veux retrouver cette naïveté-là, c'est-à-dire d'arrêter d'entendre « t'es pas Ricardo Trogi », là, mais d'entendre rien, en fait, d'entendre juste ma petite voix qui fait comme « Hey, go, t'as le goût de faire du film, t'as le goût de faire de la fiction, ben vas-y, puis fais-le ». C'est ça que je veux retrouver, en fait. Puis on dirait que tu te bats contre des voix, là, mais c'est ça. Je veux taire les voix qui disent que c'est pas possible, puis me dire « Ben non, non, c'est possible, je suis capable, j'ai le goût, puis c'est ça que je veux faire aujourd'hui ». Mais tu sais, il y a des choix à faire aussi. Faut que tu laisses de la place. Fait qu'il vient un moment où les gens veulent de toi, ça va bien, puis tu continues, c'est confortable, tu continues à faire la même affaire. Il va falloir que je commence à dire non à des choses pour ouvrir de l'espace à autre chose. Mais tu vois, c'était une entrevue très psychanalytique parce que tu es en train de placer mes prochains mois, mes prochaines années. Oui, tu l'avais entendu, elle n'est plus disponible. Maintenant, c'est de la fiction. Ouais. Je le sais que ça va bien aller. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, amuse-toi avec ce nouveau jouet-là. Ouais. On va se revoir sur un plateau, assurément. Ben oui, faut arrêter de... C'est ça, faut se dire go.
Go. Et on revient aux régions. T'sais, on va boucler la boucle avec la région. Oui. On n'est pas dans le champ. Être dans le champ, c'est d'écouter justement la société, d'écouter ce qu'on nous dit, d'écouter que c'est pas possible, d'écouter que ça va pas bien. Et de faire comme moi, je veux quoi? Je vais là. Avec humilité et confiance et naïveté. C'est tout. Fait que les gens des régions qui se disent non, je peux pas parce que je viens des régions, puis non, je peux pas parce que mon père était pas acteur ou mon père était pas musicien. Ben non, tout est possible. C'est toi, là. C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Toi maintenant. Exact. Merci, Nathalie. Ça, c'est une belle fin. Go! Les femmes d'abord. Yep. Super! C'est un rap!